La tournée du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans le département de Gagnoa a pris fin hier par un meeting dans le chef-lieu de région Gagnoa. Guillaume Soro a aussi procédé à la pose de la première pierre du siège de la chefferie traditionnelle de la région du Go. Dans la sous-préfecture de Bloléquin, les enfants nés entre 2002 et 2011 ont désormais la possibilité d'être enregistrés au registre national d'état civil. Le sous-préfet, une organisation non gouvernementale, y travaille et nous en parlons dans cette édition. Et puis le projet présidentiel de logements sociaux et économiques est entré dans sa phase active. Les souscripteurs et promoteurs se rencontrent depuis ce mois d'août pour le choix des plans des maisons et le montage des dossiers qui seront transmis aux établissements bancaires. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons d'Abidjan, le magazine de ce dimanche. C'est pour tout à l'heure. Nous allons recevoir Célestin Koala. Il est le directeur du logement et de la copropriété au ministère du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Avec lui, justement, nous allons parler des logements sociaux et économiques. Où en est le projet depuis son lancement? Ce sera pour tout à l'heure. En attendant, sachez que la tournée du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans le département de Gagnoa, dans la région du Go, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a pris fin hier par un meeting dans le chef-lieu de région Gagnoa. Nous allons en parler dans quelques instants avec Victorine Yao-Yoboué. Victorine Yao-Yoboué qui nous dit que Soro Guillaume a aussi procédé à la pose de la première pierre du siège de la chefferie traditionnelle de la région. Les chefs de village du département de Gagnoa veulent faire de leur conseil une institution dans la région du Go. Mais il leur manquait un siège. Ils se sont dotés d'un siège provisoire qui a été inauguré par le président de l'Assemblée nationale. Tout juste après, le parrain Guillaume Kibafori Soro a procédé à la pose de la première pierre du siège définitif qui sera au quartier Babré de Gagnoa. Le président de l'Assemblée nationale encourage le président du Conseil, Bizier Lambert, et ses collègues à poursuivre leurs actions de réconciliation et de développement afin de permettre à la région du Go de sortir de la pauvreté. Guillaume Soro l'a souligné au cours de la conférence de presse qui a mis fin à sa visite de 3 jours dans le département de Gagnoa. Il a vu la pauvreté partout où il est passé. Les populations souffrent. Pas de route, pas d'eau potable, pas d'école. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de rendre compte au président de la République Alassane Ouattara pour que ces préoccupations des populations trouvent bientôt des solutions. Intéressons-nous maintenant toujours avec Victorine Yao-Yoboué au dernier meeting du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a eu lieu à Gagnoa. Il a exhorté le peuple bété du Go à la réconciliation. Le conseil des chefs de village du département de Gagnoa a réussi son pari, celui d'inscrire la région du Go dans le processus de réconciliation tant recherché par les Ivoiriens. Le peuple bété de Gagnoa a choisi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour être le témoin de cet engagement à la paix et à la cohésion sociale. La mobilisation des populations, tant dans le canton Guébié, à Ouagayo, à Yibéroua et à Gagnoa ce samedi, a fini par convaincre les plus sceptiques. Nous voulons dire Bobia, c'est-à-dire palabre est finie. Alors si donc palabre est finie, les séquelles doivent être effacées pour que s'estompent à jamais les angoisses et les meurtrissures. En effet, nous sommes convaincus que les problèmes causés par le politique doivent être réglés par des solutions politiques. Pour Guillaume Soro, la démarche des chefs de village de Gagnoa mérite d'être saluée parce qu'un chef traditionnel n'a pas de parti politique. Selon lui, un chef traditionnel est celui qui mène ses parents sur la voie de la vérité, de la justice et de la paix. C'est pourquoi, au moment où il est question de réconcilier les Ivoiriens, le président de l'Assemblée nationale recommande aux chefs de Gagnoa de pardonner, mais aussi de demander pardon au nom de leurs enfants pour toutes les atrocités commises pendant la crise. Il faut qu'on soit juste.
Il faut que Gagnoa accepte la justice. Partout où je suis passé, et Louis Dakouri, André Tablé, j'ai été choqué qu'à Ouagayo, on ait parlé de tout le monde. On n'a même pas parlé de Benoît Dakouri Tablé. Donc, chef Bizier, Benoît n'est pas un fils de Gagnoa. Personne n'a parlé de lui. C'est au nom de ça qu'il faut qu'on aille au pardon. Moi, je demande pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Au nom de l'Assemblée, à mon nom personnel. Et je suis prêt à pardonner à qui pense, avec humilité, avec sincérité, qu'il doit demander pardon. Je remercie le peuple Yacouba parce qu'ils ont pardonné. Gueye est mort. Aujourd'hui, là, on sait qui a tué Gueye. On l'a arrêté, il est là. Chef, vous avez la responsabilité d'amener les uns et les autres à demander pardon. Après Gagnoa, le président de l'Assemblée nationale compte sillonner toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire pour inviter au pardon et à la fraternité retrouvée pour le bien de notre pays. Autre chose, l'administration du Trésor se porte bien. Des réformes engagées par l'administration générale ont permis à cette structure de glaner deux prix lors de la journée de l'excellence du 7 août dernier. Il s'agit des prix de la meilleure administration numérique et du meilleur agent du ministère de l'économie et des finances. Ces prix ont été présentés au personnel. Cela a été l'occasion pour les responsables du Trésor d'inviter le personnel de cette administration financière à demeurer dans l'excellence. Témoin Jean-Jacques Kwameala. Meilleure administration numérique et meilleur agent du ministère de l'économie et des finances au prix d'excellence édition 2013. La direction générale de la comptabilité publique et du Trésor sur la voie de l'excellence, Adama Kone, directeur général de cette administration, n'a pas caché sa joie qu'il est venu partager avec l'ensemble du personnel. Le prix de la meilleure administration numérique a été obtenu grâce au projet JeffNet ou application de gestion des fournisseurs par le net. Une solution web innovante mise en exploitation avec succès à la Trésorerie générale d'Abidjan Nord. Explication de l'originalité du système. Nous travaillons en nous appuyant sur la recherche de la transparence et de l'équité dans la gestion des deniers publics. Et nous avons placé l'éthique au cœur de l'ensemble de ce dispositif pour mettre l'information en temps réel à la disposition des clients et des partenaires, ce qui nous permet nous-mêmes ainsi qu'aux clients de réaliser des gains. Réaliser des gains, partenaires et clients rencontrés ce vendredi à la direction de la Trésorerie générale d'Abidjan Nord salue la qualité du service. On entend beaucoup de choses lorsqu'on est en dehors. Et là, moi, je suis arrivé, on va dire en moins de 5 minutes, je suis déjà servi. La rapidité, c'est formidable. Vous ne pouvez pas passer plus de 15 minutes ici. Avant, c'était les lenteurs et tout, mais maintenant, c'est un peu rapide. Donc, le fonctionnement va très vite. Et dès que nous, les fournisseurs, quand nous arrivons, nous sommes reçus, on repart gagnant-gagnant, je veux dire. Ce partenariat gagnant-gagnant, a précisé le directeur général Adama Kone, va se poursuivre. Objectif, permettre à l'État d'honorer ses engagements. Cette distinction nous réconforte dans notre travail de tous les jours et nous encourage donc à faire davantage, faire en sorte que les objectifs à nous assignés soient atteints, de sorte que l'État puisse être à l'aise dans son fonctionnement au niveau financier. Au niveau financier, le Trésor doit mobiliser au budget 2013 environ 900 milliards de francs CFA et à 4 mois de la fin de l'année, les perspectives sont bonnes, 60% de ces ressources ont été mobilisées. Dans l'actualité ivoirienne également, les femmes de Korogo se mettent ensemble pour assurer leur autonomie financière. Elles se sont retrouvées au domicile du maire de Korogo pour tracer les sillons de leur avenir. Ouattara Amadou, Kwadjo Kwame de RTI Bouaké nous en parle. Se retrouver de façon régulière pour renforcer la cohésion sociale, mais également unir leurs forces dans la diversité en vue de leur propre prise en charge socio-économique. Telle est la motivation des femmes de la commune de Korogo. C'est à travers des groupements représentatifs tels que la Mutuelle de développement de Korogo,
l'Union des femmes du vivrier de Korogo, la Fédération des associations des femmes de Korogo et le groupe de femmes républicaines de Korogo qu'elles se sont retrouvées à la résidence du maire de leur commune. Prière pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Cuisine collective, danse au son du balafon et de la fanfare et partage d'un repas ont constitué les temps forts de cette grande rencontre des femmes estimées à plus de 2000. L'initiatrice de cette rencontre est Assetou Gon, épouse du ministre Amadou Gon Coulibaly, maire de Korogo, en a profité pour saluer le courage des femmes en les invitant à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Korogo. Les associations des femmes, elles sont formidables. Je voudrais lancer l'opération Quartier propre, Maison propre. L'opération va débuter dès maintenant jusqu'au 23 décembre. Merci pour la mobilisation totale. En présence du corps préfectoral de la région, les femmes ont rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses actions de développement pour une Côte d'Ivoire émergente et à la première dame, Dominique Ouattara, pour ses gestes de solidarité à l'endroit des femmes. L'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies rapproche ses actions des orphelins et enfants vulnérables des communes. Cette association des religieux a fait parler son cœur dans la commune d'Atekoubé à travers des dons. Serge Gongomé, Gabriel Zané. Nous avons des enfants orphelins de mère. Il y en a même qui sont rejetés par les familles d'accueil. J'ai très mal au cœur de voir les enfants souffrir. Ils n'ont pas de soutien. La population ne s'occupe pas. C'est donc pour agir là où les populations restent insensibles que l'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies est venue les mains chargées, rencontrer les orphelins et enfants vulnérables de la commune d'Atekoubé. Nous sommes dans la population, nous connaissons ses besoins et nous essayons d'y apporter des solutions selon nos possibilités, nos moyens, avec l'aide de nos partenaires. Les enfants, c'est l'avenir de notre communauté. Et ils sont rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Et nous avons le devoir moral et spirituel de leur venir en aide. Des cartons de vivres et de non-vivres pour ces enfants. Heureux de cette visite riche en humanisme, les enfants ont exécuté des sketchs et des pas de danse. Représentant le maire d'Anhaut-Paulin à cette rencontre, Diama Narcisse et Madame Keïta Rachel de l'association Hope Côte d'Ivoire ont salué le geste de l'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies. Des ONG en mission permanente dans la commune d'Atekoubé, à savoir le Centre d'écoute et de dépistage du VIH-Sida, l'ONG Menemon, ont pris part à la cérémonie. Nous vous le disions dans nos titres, dans la sous-préfecture de Blolequin, les enfants nés entre 2002 et 2011 ont désormais la possibilité d'être enregistrés au registre national d'état civil. Le sous-préfet et une organisation non gouvernementale y travaillent à travers une opération dite de déclaration de naissance et d'établissement d'extrait date de naissance. La première partie de l'opération a eu lieu à Diboké et a permis d'établir des extraits de naissance à 300 enfants issus de 3 villages. Les détails avec Léon Broukwame. Diboké, village à 30 km de Blolequin, érigé en centre d'état civil. C'est pour une journée, le temps pour les populations de ce village et celles de Zilebli et Oulaïta Ibli de déclarer leurs enfants nés entre 2002 et 2011 qui n'ont pu l'être faute des crises successives qui ont paralysé l'administration dans la région de l'Ouest. Diboké est une zone de retour de réfugiés et depuis la crise post-électorale, beaucoup d'enfants n'ont pas été déclarés à l'état civil. Donc cette opération est une opération délocalisée qui vise à recenser le plus grand nombre d'enfants non déclarés. Cette opération délocalisée de déclaration de naissance et d'établissement d'extrait est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire appuyée par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cette ONG a offert pour la première journée 300 timbres permettant ainsi à 300 enfants d'obtenir gratuitement leur acte de naissance. Pour nous qui avons vécu des moments difficiles, si les enfants peuvent avoir les virements, ils sont déjà même, je vois les premiers qui sont arrivés, je vous remercie, que ça se passe dans tous les villages du Katombo, sinon dans toute la région de Blolequin pour que les enfants aient les jugements, pour qu'ils puissent
aller à l'école. Message bien perçu, le sous-préfet de Blolé-Quin va visiter une fois par mois chaque village-centre. Objectif, permettre à environ 2000 enfants de Blolé-Quin menacés d'apatridie d'être déclarés à l'état civil. L'Union fraternelle et estudiantine du Zanzan a organisé une conférence sur le thème « L'importance de la langue maternelle pour la jeunesse estudiantine leader de demain ». Selon cette organisation, la langue maternelle favorise la formation éducative de l'enfant. Soro Corona, Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Président Félix, Côte d'Ivoire, pays bébé, Côte Amérique, Sani 2020 aussi, dans un Oléléan. C'est pour permettre à la jeunesse de s'exprimer en langue maternelle et surtout amener celle-ci à s'intéresser aux langues du terroir qu'une conférence a été organisée. L'initiative de l'Union fraternelle et estudiantine du Zanzan. Cette conférence a été prononcée par le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, Adoua Kwasi. D'entrée de jeu, le conférencier a indiqué que la maîtrise de la langue maternelle permet à l'enfant d'avoir une assise solide dans sa formation scolaire. Il a aussi ajouté qu'elle permet à l'enfant de s'exprimer facilement en public. Plus loin, Adoua Kwasi a affirmé que les langues maternelles renforcent la cohésion entre les peuples alliés et consolident la paix. Aucun pays sur cette terre ne s'est développé en dehors de sa propre langue, la langue que Dieu a mise à sa disposition. Et donc, nous allons exhorter nos amis à s'investir véritablement dans leur langue maternelle parce que c'est en elle que se trouve leur génie propre. Ce sont ces langues-là qui leur permettront de développer leurs capacités scientifiques, à l'instar de l'Arabie saoudite. Il a conclu en invitant la jeunesse estudiantine dans son ensemble à être des éléments de la vulgarisation des langues nationales. Pour lui, les étudiants doivent sauvegarder nos langues en les dotant d'écriture afin de les pérenniser et les rendre accessibles. Dans le département de Sakassou, le village de Konamukro a accueilli le projet Une école 5 hectares de forêt. Il s'agit de freiner la déforestation afin de préserver ce patrimoine naturel pour les futures générations. Brahima Doumbouya, Charles Tatou, RTI Boaké. C'est le village de Konamukro, situé à 15 km de Sakassou, qui a accueilli la journée de l'arbre édition 2013, organisée par le cantonnement des eaux et forêts de Sakassou sous la conduite du commandant Miezan Arsène. Cette journée s'inscrit dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt initié par les ministères des eaux et forêts, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique dont le thème de cette année est Un citoyen, un arbre. Les populations de Konamukro ont été informées sur l'état de dégradation très avancé du patrimoine forestier. Il a été également question d'un comportement nouveau chez les citoyens qui fera d'eux des éco-citoyens. Il s'agit d'inciter à des reboisements pour reconstituer le couvert forestier. Nous encourageons la population à ne pas tourner le dos au reboisement. Bien au contraire, les bénéfices sont multiples pour leur culture agricole. Il y aura plus de pluie. Et enfin, lorsque ces terres vont arriver à maturité, il faut dire que, évidemment, ces populations qui ont fait du reboisement pourront tirer des bénéfices financiers. Le pays est en danger, le couvert forestier disparaît et laissant derrière lui la savane. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de poser des actions. Quelques temps forts de la journée de l'arbre à Konamukro, visite des parcelles de périmètre de TEC à la Loca et plantine d'arbres avec pour objectif 32 000 plants pour 20 hectares. Autre information, les jeunes de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Yamoussoukro pour une semaine spirituelle, une semaine de prière, une semaine de méditation. Nous en parlons avec Doua de Lazer. Cette formation spirituelle se tient chaque 3 ans et regroupe les jeunes de l'église USO venus de toutes les régions du pays. Durant une semaine, ces jeunes appelés disciples d'Emmaüs se sont retrouvés au lycée scientifique de Yamoussoukro autour du thème « Connaître son identité pour un engagement chrétien efficace ». Ce regroupement s'est achevé par une visite organisée
à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Les jeunes sont allés découvrir ce haut lieu de spiritualité. L'un des temps forts, le défilé de la paix. Plus de 1000 jeunes ont investi les artères principales de la ville de Yamoussoukro. Ce rassemblement est le plus important depuis la dernière crise qu'a connue le pays. Le dernier rassemblement de ce genre fut le culte d'action de grâce et de prière pour la nation ivoirienne. C'est le moment choisi par le président des disciples d'Emmaüs, Brizy Igor Jackson, de partager avec les jeunes la vision des églises USO qui veulent une jeunesse unie et dynamique pour bâtir l'église autour de l'évangile et la mission. Quant au pasteur Déo Michel, il s'est servi de la vie de Joseph en Égypte dans Genèse 39 pour inviter la jeunesse à un engagement efficace. Il a profité de la tribune pour interpeller les jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire à être des modèles pour la réconciliation. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, le président du PDCI RDA est à Yamoussoukro pour 2 importants rendez-vous. Vendredi, il est allé s'incliner sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny en compagnie du secrétaire général du RDA, Amadou Soumaoro. Henri Konan Bédié s'est rendu à la place du Bélier, au sein même du palais du président Félix Houphouët-Boigny, pour une rencontre avec les chefs traditionnels du Bélier et du Békei. Il leur a dit merci pour avoir honoré lors des élections de 2010 leur engagement à soutenir le RHDP. Hugues Hervé Blé. Après l'arrivée du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, tout commence avec l'hymne du parti. Ainsi est planté le décor de la bonne ambiance qui régnera tout le long des échanges. En présence de Didier Madi, le secrétaire général du parti, les secrétaires généraux de section du PDCI RDA ont, entre autres points soulevés, la question des moyens à donner pour de bonnes conditions de travail et d'encadrement, la question également du foncier rural et de la nationalité, mais aussi le renforcement de l'esprit de solidarité et de partage au sein du RHDP, évoquer aussi la présentation d'un candidat du PDCI à la prochaine présidentielle. La réaction du président du PDCI RDA sur la question du RHDP et d'une candidature du PDCI RDA. Il va de soi qu'au cours des travaux, le Congrès aura à proposer au parti une direction à suivre. L'objectif vital d'un parti politique étant la conquête et l'exercice du pouvoir, il va de soi que le PDCI RDA examinera le moment venu l'efficacité, l'effectivité d'une candidature à l'élection présidentielle de 2015. Autre sujet également abordé par le président du PDCI RDA, les sons discordants émanant de certains jeunes du parti. La frustration, la rage et l'impatience que certains jeunes expriment doivent être gérés avec intelligence et tact. Je suis sensible à ces cris. Toutefois, je continue de croire que le respect de la chaîne des générations, synthèse harmonieuse de l'expérience des anciens et de la fougue des jeunes, constitue un levain important pour les avancées du parti. Henri Konan Bédié sera candidat à la présidence du PDCI RDA au congrès d'octobre. Il répond ainsi favorablement à la demande présentée par l'ensemble des secrétaires généraux de section présents à Yamoussoukro. Et un mot de sport dans cette édition, classée 2e au mondial d'athlétisme de Moscou en Russie, aux 100 mètres et aux 200 mètres, la star ivoirienne Muriel Aouré a reçu hier sa 2e médaille d'argent. Par ailleurs, le Jamaïcain Usain Bolt, sur les 200 mètres, a reçu le doublé. Le marathon, lui, a été remporté par l'Ougandais Kiprotich Stephen. Pour la 2e fois, Muriel Aouré s'offre la médaille d'argent. Et pour la 2e fois, elle inscrit le nom de la Côte d'Ivoire au nombre des médailles de ces mondiaux d'athlétisme. Mission accomplie pour l'Ivoirienne. La Nigériane Blessing Okabaré obtient la médaille de bronze.
Enfin, la médaille d'or à la Jamaïcaine Fraser Price. Qui peut battre Usain Bolt au sprint? Pour le moment, personne. Usain Bolt est un phénomène. Il affectionne les duels. Cette finale du 200 mètres en est un exemple. En patron, il se fait respecter largement. 19 secondes 66 centièmes. La foudre Bolt frappe fort. Le marathon masculin fait partie des courses beaucoup appréciées dans les mondiaux d'athlétisme. 42 km, il faut être physiquement au point, avoir des jambes prêtes à tout supporter. Éthiopiens, Kenyans, Ougandais sont les favoris de ces courses de fond. Courses assez techniques et tactiques. Tout s'est joué dans le dernier kilomètre entre Tola, Desiza et Kiprotich, l'Ougandais. Kiprotich a imposé un rythme insupportable aux Éthiopiens. Il est malin et plus fort. Stephen Kiprotich termine librement la course. Le champion olympique devient champion du monde. Son temps, 2 heures, 9 minutes, 51 secondes. Félicitations à tous ces athlètes et particulièrement à Muriel Aoré. Après le Bénin et le Libéria, l'ex-président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, était au Burkina Faso. Il est allé faire ses adieux au président du Faso, Blaise Compaoré. Il a aussi expliqué la promotion du capitaine Sanogo au grade de général 4 étoiles, général de corps d'armée. C'est sans doute l'étape la plus importante de sa mini-tournée en Afrique de l'Ouest. Une mini-tournée qui vise à récompenser tous les chefs d'État de la sous-région ayant contribué à la réussite de la transition malienne. Dioncounda Traoré vient à Ouagadougou pour élever le président burkinabé, médiateur dans la crise malienne, à la dignité de Grand Croix du Mali. Cette décision du président de la transition malienne intervient 48 heures après une autre qui fait polémique, la promotion du capitaine Amadou Haya Sanogo au grade de général de corps d'armée. Pour la première fois, Dioncounda Traoré justifie cette mesure. Dans le cadre de la réconciliation du peuple malien avec lui-même que nous avons posé cet acte. Le capitaine Sanogo, comme ses compagnons, demeure des Maliens, à part entière avec tous les devoirs des Maliens et aussi tous les droits. Amadou Haya Sanogo est le chef des putschistes qui ont renversé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. Il préside depuis février dernier la commission de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité maliennes. À 41 ans, ce natif de Ségou devient le plus jeune général de corps d'armée promu au Mali au cours de ces 20 dernières années. Dioncounda Traoré souhaite que sa promotion tourne définitivement la page de la crise politico-militaire qui a traumatisé le peuple malien. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont le Mali a le plus besoin, c'est de paix civile, de paix politique. Et je pense que c'était un devoir pour moi de régler un certain nombre de problèmes définitivement avant l'arrivée du prochain président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a très peu de chances pour que le nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, annule la promotion du capitaine Sanogo. Beaucoup de gens à Bamako considèrent que le jeune officier a été l'un des grands artisans de la victoire d'Ibeka. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour parler du projet présidentiel de logements sociaux et économiques qui est entré dans sa phase active. Les souscripteurs et promoteurs se rencontrent depuis ce mois d'août pour le choix des plans des maisons et montage et des dossiers qui seront transmis aux établissements bancaires. Kwasi Mamadou. Kaba Korotoum est enseignante. Elle fait partie des 57 000 demandeurs de logements sociaux et économiques appelés à se rendre chez les promoteurs immobiliers. Et ce, en vue de choisir les plans des maisons et pour achever le montage de dossiers de crédit bancaire. On nous a dit qu'il y a un apport d'avoir, voilà, l'apport ça dépend, ça peut être de 20%, 10%. Et puis il y a des frais de dossier. Et puis il y a un fonds aussi, un fonds de mutuelle de garantie qu'il faut verser. Le client peut être en cours de remboursement et puis avoir des soucis. Parce que le crédit est allé sur 15 ans, 20 ans. Donc dès que le client a des soucis, le fonds lui vient en support
pour pouvoir faire les différents remboursements, le temps qu'ils se retrouvent. Maintenant, si Dieu merci, le client n'a pas eu de soucis pendant le remboursement sur les 15 ans, 20 ans, ce fonds est restitué à la fin de l'échéance. L'état d'esprit des souscripteurs est au beau fixe. Rien n'altère leur détermination à avoir un toit. Et chez nous, les ballons, on dit si ça ne brûle pas, ça ne peut pas cuire. Donc il faut bien qu'on s'acquitte de certains frais. Et je crois que ce n'est pas exorbitant. Nous avons un taux de réussite en frais de dossier et en apport initial de plus ou moins 25-30%. Donc on est parti dans la bonne voie. Les promoteurs immobiliers entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite de l'opération. Pour éviter de manipuler les apports des souscripteurs, le ministre de la Construction a pris une décision qui a obligé tous les promoteurs à ouvrir de comptes séquestres. Ce qui a été fait. Nous pensons pouvoir livrer les premières maisons témoins comme l'a demandé M. le ministre en mi-septembre. Nous pensons pouvoir livrer les premières maisons des premiers souscripteurs au bout d'un an. Le magazine de ce dimanche s'intéresse justement aux logements sociaux et économiques initiés par le président de la République. Pour en parler, nous recevons Célestin Koala. Il est le directeur du logement et de la copropriété au ministère du Logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Monsieur Koala, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1. Tout de suite, M. Koala, dites-nous à quelle phase sommes-nous aujourd'hui avec le programme des logements sociaux? Merci beaucoup, M. Alvarassa. Je voudrais déjà rappeler que nous avons des disponibilités foncières au niveau de l'intérieur du pays et indiquer aussi que nous avons acquis de nouveaux terrains en ce qui concerne Abidjan. C'est 400 hectares du côté de Songon, 80 hectares à Bassam et 40 hectares à Bingerville. Ces différents terrains qui ont été acquis. Aujourd'hui, nous avons achevé les études des APS, les avant-projets sommaires des voiries primaires. Et donc, nous allons commencer incessamment les travaux de terrassement, de débroussement, si vous voulez, mais aussi de préparation des plateformes qui vont accueillir les villas témoins pour permettre aux Ivoiriens de voir, par rapport aux souscriptions qu'ils sont en train de faire chez les promoteurs, de leur permettre donc de voir le type de villa auquel ils auront droit. Voilà. Avant de continuer, au niveau du district d'Abidjan, quelles sont les communes retenues? Revenez rapidement sur ces communes. D'accord. Alors, nous avons exactement 3 grands sites. Nous avons un terrain de 400 hectares du côté de Songon, donc sur la route de Dabou. Un terrain de 80 hectares du côté de Modeste sur la route de Bassam. Et puis enfin, un terrain de 40 hectares à Bingerville. Bingerville. Très bien. Alors, il y a combien? 107 terrains sur l'ensemble du territoire national. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a un terrain disponible sur les 107 départements. Très bien, nous savons que le projet va commencer par Abidjan. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors c'est pourquoi je voulais que vous reveniez sur les sites d'Abidjan. Alors il y a combien de promoteurs? Aujourd'hui, nous avons sélectionné au total 39 promoteurs immobiliers. Et ces promoteurs immobiliers, si vous voulez, ont été sélectionnés quand même sur la base de critères assez rigoureux. On a pris quand même la peine de regarder, si vous voulez, déjà leur capacité d'autofinancement, de regarder leur contrat de bail pour s'assurer que les bureaux dans lesquels ils vont recevoir les Ivoiriens sont effectivement leurs bureaux, les contrats du personnel technique, du personnel commercial, etc. On a pris également la peine, si vous voulez, en ce qui concerne ces 34 promoteurs-là, de les obliger, comme disait tout à l'heure une des opératrices immobilières, à ouvrir des comptes séquestres. Voilà, parce que le principe, c'est que le promoteur immobilier construit les premiers logements sur ses financements propres, à travers un crédit promoteur, certes, mais à travers une certaine capacité d'autofinancement. Les comptes séquestres ont donc pour objet de sécuriser les dépôts des Ivoiriens, pour éviter qu'il n'y ait de la manipulation. C'est une loi de notre pays, la loi de 1999, qui nous permet, n'est-ce pas, de sécuriser ces comptes-là. Donc sur ces 39 promoteurs, il faut indiquer qu'ils ont quand même une certaine expérience. Il y a des promoteurs étrangers, par exemple, qui ont une bonne expérience, par exemple, en France, mais surtout dans des pays africains comme le Maroc, que nous avons visité, Casablanca, Marrakech, où les Marocains ont réussi à réaliser de grands programmes immobiliers. Mais en plus de ces promoteurs étrangers, il y a la chambre syndicale. Voilà, qu'en est-il des Ivoiriens? Alors justement, en plus de ces 4 ou 5 promoteurs étrangers, il faut dire qu'il y a la chambre syndicale des promoteurs immobiliers qui a construit l'ensemble des programmes immobiliers que nous connaissons, les programmes de ces 20 dernières années, qui est associé
à notre programme, qui fait partie donc des promoteurs. Ils ont travaillé dans des conditions qui étaient bien difficiles ces dernières années. Nous les avons associés et nous avons ajouté à ces anciens promoteurs immobiliers-là de nouveaux promoteurs ivoiriens. L'idée, c'est qu'il faut permettre à ces nouveaux promoteurs-là de travailler également, d'accord? Parce que la question du logement social nous renvoie aussi à la question de l'emploi. La question de l'emploi à travers la création d'emplois pour la main-d'œuvre locale, la création d'emplois pour les bureaux d'études, la création d'emplois également pour les PME et les PMI. Comme ce sont de nouveaux promoteurs immobiliers, nous avons pris la peine non seulement de faire les comptes séquestres comme pour tout le monde, mais surtout d'adjoindre à chaque promoteur immobilier un inspecteur du ministère qui est chez le promoteur tous les jours pour s'assurer que les Ivoiriens sont bien reçus, c'est très important, pour s'assurer que le promoteur immobilier en question respecte le protocole d'accord qu'il a signé avec l'État de Côte d'Ivoire et pour s'assurer également qu'il va rentrer dans les délais que nous lui avons imposés. Donc c'est vrai qu'on donne l'opportunité à de petites PME, à de nouvelles entreprises ivoiriennes de devenir demain de grands promoteurs immobiliers, mais ça se fait avec un contrôle, avec une certaine rigueur qu'on applique par derrière. Vous voulez nous dire que vous les avez sélectionnés avec beaucoup de rigueur. Oui, je peux vous assurer que les promoteurs ont été sélectionnés avec beaucoup de rigueur et mieux, dans le protocole d'accord, il est clairement inscrit que si le promoteur immobilier n'arrive pas à réaliser, que ce soit au démarrage du chantier ou en milieu du chantier, on se rend compte que les maisons sortent difficilement ou qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes, le promoteur immobilier en question sera purement et simplement remplacé. Alors, depuis le début de ce mois, souscripteurs et promoteurs ont commencé à se rencontrer justement pour finaliser les dossiers, mais est-ce qu'il y a des difficultés? Vous savez, on ne peut pas réaliser un grand programme immobilier comme celui-là sur l'ensemble du territoire national sans connaître de difficultés. C'est les difficultés que l'on essaie de relever au fur et à mesure. L'une des difficultés, c'est la question foncière. Certainement qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vous ai dit que nous avions 3 grands terrains en ce qui concerne Abidjan et 107 terrains à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de faire des efforts pour que la question foncière puisse être définitivement réglée pour satisfaire tout le monde. En plus de cela, il y a aussi, j'allais dire, quelques petites difficultés en ce qui concerne la communication. Les acteurs sont nombreux et les acteurs sont multiformes. Je vous donne un exemple concret. En ce qui concerne les banques, on travaille beaucoup avec les banques. Ils sont intégrés à notre programme, mais il appartient par exemple aujourd'hui aux banques d'informer suffisamment leurs agents sur l'ensemble du territoire national. Ça peut prendre un peu de temps, etc. Mais tous ces problèmes de communication, nous sommes en train de les résoudre petit à petit, en plus de la question progressivement. Alors, parlant de difficultés, nous allons suivre ce reportage de Francis Boafoy. Il s'est également rendu sur le terrain, tout comme notre premier reporter. Il nous dit qu'il y a quelques difficultés. Suivons son reportage. C'est l'avant-dernière étape de l'opération d'acquisition des logements après la remise officielle des fichiers électroniques à une quarantaine d'opérateurs immobiliers. Il s'agit pour les présouscripteurs de s'acquitter des frais de dossier qui s'élèvent à 165 000 francs CFA pour les maisons sociaux et 180 000 francs CFA pour les logements économiques. À cela s'ajoute l'apport initial de 10% de la valeur de la maison et le fonds de caution mutuelle évalué à 3,5%, toujours de la valeur du logement. L'engouement, il est vraiment réel, sauf que par recoupement, quelquefois, les gens se plaignent du fait qu'ils n'étaient pas prêts pour les 10%, ils n'étaient pas prêts, par exemple, pour le fonds de garantie. Quand on parle du cas social, pour nous, on allait payer chaque mois un peu, mais il faut verser d'abord 1,2 million par rapport à la maison. Parce que c'est une maison de 3 pièces. Donc, c'est un peu dur. On va voir, si on ne peut pas, on va laisser tomber. Mauvaise foi, ignorance ou déficit de communication, le directeur du Centre de facilitation des formalités d'accès au logement invite à l'effort minimum. On ne peut pas avoir une maison sans faire un effort. Et dans ce cadre-là, l'effort se mesure par le paiement de l'apport initial. Plus votre apport est important, plus votre crédit est bas, plus le coût du crédit lui-même est bas. Autre problème soulevé, le non-respect des choix des demandeurs de logement. Certains ont choisi des sites dans la zone de Bassam ou de Benjerville, mais là, nous avons le site d'Anyama. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a quelques difficultés, parce que certains souhaiteraient être dans ces zones comme Benjerville et Bassam en fonction de leur lieu de travail. Nous, on souhaiterait que le ministère voie de ce côté-là, s'ils peuvent nous attribuer d'autres sites. Le directeur du Centre de facilitation des logements sociaux se justifie. Cela est dû au fait qu'il y a eu plus de demandes
que de terrains disponibles sur l'axe Abidjan-Bézaville. C'est la même chose sur l'axe Abidjan-Bassam. Le gouvernement s'est engagé à donner une maison à tous ceux qui en ont fait la demande. C'est pour ça qu'un site de remplacement a été trouvé pour toutes ces personnes. C'est le site de Songon. L'opération d'accueil et de finalisation des formalités à l'acquisition des logements sociaux et économiques s'achève à la fin de ce mois. Certains candidats au logement se demandent s'ils pourront tenir ce délai parce que, ne sachant pas vers quel opérateur se tourner pour finaliser les formalités. Et pourtant, la construction des maisons témoins est prévue pour septembre prochain. Alors, M. Kouala, est-ce que le délai sera tenu? Mieux, je voudrais vous demander, il y a une intervenante tout à l'heure dans l'élément qui est passé, qui a dit que les temps sont assez difficiles, il n'y a pas assez d'argent. Quand on prend par exemple 10 millions sur 10 millions, il faudra payer 1 million, je crois, comme premier financement. Alors, au cas où le souscripteur n'arrive pas à satisfaire la banque, à payer la totalité de son argent, qu'est-ce que vous faites? Si le souscripteur décède malheureusement, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Et si le promoteur également abandonne le projet, qu'est-ce que vous faites? Alors, en ce qui concerne les délais, je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons commencer les travaux de terrassement, d'accord, et de préparation des plateformes d'ici le 31 août. Et donc, nous sommes très, très à l'aise relativement à la question des délais. Une des opératrices immobilières l'a indiqué également. Eh bien, à partir du 19 septembre, le gouvernement va commencer les visites des différents chantiers des promoteurs. Maintenant, en ce qui concerne le paiement de l'apport initial, M. Doumbia le disait tout à l'heure, nous pensons que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Des maisons qui coûtaient 20, 25, 30 millions il y a encore quelques mois sont passées à 7, 8, 12, 15 millions. Je pense que dans ces conditions-là, il est souhaitable que l'on puisse faire un peu d'effort. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, les 1 million ou les 1 million 200 de l'apport initial tout de suite, je rappelle que vous pouvez également, auprès de votre banquier, prendre un crédit à court terme pour constituer cet apport initial-là afin de le payer. C'est une piste également qu'il faut explorer. Il y a des souscripteurs qui ne sont pas fonctionnaires, ils sont dans l'informel. Oui, tout à fait. Même pour les souscripteurs qui sont dans l'informel, je rappelle d'ailleurs à ce sujet, parce qu'il nous revient que certains Ivoiriens ne comprennent pas très bien la raison de 3,5% de la caution mutuelle. C'est cela. C'est pour tous les Ivoiriens qui sont dans l'informel, c'est pour les aider justement, afin que ce fonds-là serve de garantie pour tous ceux qui ont ces salaires irréguliers ou instables, pour que les banquiers ne les éjectent pas, si vous permettez le terme, en dehors du système. C'est pour cela qu'il faut participer à cette caution mutuelle-là. Et ces 3,5% entrent dans les... Prenons le cas, par exemple, pour un souscripteur qui doit payer 10 millions. Les 3,5%, c'est un ajout ou ça fait partie des 10 millions? Les 3,5% ne font pas partie des 10 millions, puisque les 3,5% seront remboursés à l'acquéreur dans un délai que nous sommes en train d'étudier, mais qui ne va certainement pas dépasser 3 ans. Donc ces 3,5% sont remboursés. Mais c'est une question de solidarité. Il faut qu'on permette aux Ivoiriens qui n'ont pas un salaire régulier d'avoir aussi une maison. Nos mamans qui sont dans les marchés, nos frères qui sont dans les garages, etc. Il faut qu'ils puissent rêver et rendre ce rêve-là réel à travers l'acquisition d'un logement. Il faut encourager les banquiers à travers, n'est-ce pas, la liquéfaction, la mise à disposition de fonds dans, n'est-ce pas, ce fonds de garantie qui est logé à la BNI ou FSH, au fonds de soutien de l'habitat. Alors, je prends toujours le cas de 10 millions, c'est plus facile pour faire les calculs. Alors, pour quelqu'un qui doit payer 10 millions en tout, en gros, combien est-ce qu'il doit payer? Alors, l'information générale que je peux vous donner, pour quelqu'un qui doit payer par exemple 10 millions, si c'est un logement de type économique, les logements sociaux vont de 5 à 10 millions, les économiques de 10 à 15 millions. Pour 10 millions, on va dire qu'on va payer, pour les logements sociaux, vous payez 135 000 francs de frais de dossier et 150 000 francs de frais de dossier pour un logement économique. Si vous avez choisi une maison de 10 millions par exemple, eh bien vous allez payer 350 000 francs de frais de caution mutuelle et vous allez payer 150 000 francs de frais de dossier. Ça fait donc 500 000 francs. D'accord? En sus des 10 millions. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que nous avons permis de baisser les coûts en jouant sur un certain nombre de leviers. L'amener des réseaux primaires, la mise à disposition du foncier, le CDMH, l'abaissement du taux du crédit, l'augmentation de la durée du crédit, etc. Mais il faut permettre aussi aux promoteurs, parce que c'est quand même le secteur privé qui construit les maisons.
il ne faut pas également que... il faut permettre aux promoteurs aussi d'échanger avec les Ivoiriens pour que ce soit, j'allais dire, un contrat gagnant-gagnant. De gagner de l'argent, justement. Alors, quelle assurance donnez-vous aux Ivoiriens, en tout cas pour ceux qui ne croient pas à ce projet? Et parmi eux, il y a même des financiers qui ne croient pas à ce projet. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Alors, de ce point de vue-là, j'avoue que relativement aux financiers, très sincèrement, je suis un peu surpris. Je ne sais pas quel est le banquier que vous avez approché, mais qui n'est pas informé, parce que l'APBF, l'Association des professionnels des banques et établissements de Côte d'Ivoire, des établissements financiers, a travaillé avec l'État de Côte d'Ivoire dans ce programme depuis l'année dernière. Je trouve que le projet est trop vaste, par exemple. Voilà. Vaste? Oui. Un projet vaste, c'est-à-dire... Ça s'étend sur toute l'étendue du territoire. Oui, le fait qu'il s'étende sur toute l'étendue du territoire ne peut pas constituer un problème pour les banquiers. La question pour les banquiers, c'est la mise à disposition des crédits acquéreurs et des crédits promoteurs. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ont été abaissés. Le CDMH qui refinançait à 6%, refinance les banquiers aujourd'hui à 2%. Pour rassurer les Ivoiriens, je voudrais dire simplement qu'au-delà des chantiers qui vont démarrer d'ici le 31 août, à Yopougon, il y a 2172 logements qui sont en train d'être réalisés. Il y a 112 logements qui sont achevés et les clés seront remises incessamment d'ici la fin de l'année. En plus, il y a 450 logements qui vont sortir d'ici décembre. C'est pour dire qu'au-delà du démarrage d'ici le 31 août, il y a effectivement des maisons qui seront mises à disposition d'ici peu. Les clés seront données aux Ivoiriens. Donc, il faut participer à ce programme. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se décourager, surtout quand on va chez un promoteur et qu'il y a quelques petits soucis en ce qui concerne le type de logement qu'on a souhaité. Il faut simplement revenir au CEFAL qui se trouve derrière la Direction générale des impôts sur le Latri. Vous revenez, vous faites une fiche de réclamation et on vous reprend à nouveau. Pour ceux qui n'ont pas été encore, pour ceux qui n'ont pas vu leur nom sur Internet, au plus tard le jeudi 22 août, d'accord, les derniers environ 4000 Ivoiriens seront affectés encore à de nouveaux promoteurs. Donc je voudrais vraiment Est-ce que vous pouvez donner le site de ce CEFAL-là dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, il faut simplement aller sur le site www.construction.gouv.ci pour savoir à quel promoteur vous êtes affecté. Maintenant, lorsque vous vous êtes rendu chez le promoteur ou le banquier et que vous n'avez pas trouvé satisfaction, le CEFAL est sur le Latri, derrière la Direction générale des impôts, Abidjan Nord. Et là-bas, on vous reprend en charge à nouveau, on ne vous abandonne pas. Pas du tout. Monsieur Célestin Kouala, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.